Merci beaucoup d'avoir effectivement passé la main. Merci bien de m'avoir aidé. J'ai pas beaucoup de mots. D'habitude, j'ai plus de mots pour les transitions et j'en ferai pas. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Donc, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Madame la ministre, hein, donc, pour ceux qui ont suivi l'actualité, Isabelle Rome a été effectivement ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, et aujourd'hui, ambassadrice des droits de l'homme. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et j'allais dire chers amis, parce que je suis touchée par votre invitation et très heureuse d'être aujourd'hui avec vous. Mais c'est difficile de reprendre la parole après Angélique, après la force de sa parole et tout ce message aussi qu'elle nous transmet, qui reste au final un message d'espoir. Et ce message d'espoir que aussi on peut soutenir, comme le fait Elisabeth à travers cette éga-conditionnalité, comme on dit, en conditionnant justement les soutiens au tournoi à cette sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes. Alors, quand on m'a demandé de clôturer cet événement, et qu'on m'a indiqué que le thème c'était l'écoute, je me suis dit bon, je pourrais faire un peu un catalogue des politiques publiques diverses et variées en matière d'égalité femmes-hommes, en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, et je me suis dit je pense qu'ils vont avoir entendu ça quasiment toute la journée, en fait je me suis dit ben, je vais vous parler peut-être de manière un peu plus personnelle et je vais vous parler de comment moi je perçois l'écoute aujourd'hui, avec les différentes fonctions qui ont été les miennes, parce que j'ai été plus de 30 ans magistrate, haute fonctionnaire au ministère de la Justice, en charge de l'égalité femmes-hommes, première haute fonctionnaire à plein temps dans ce ministère de la Justice, et puis ensuite comme ministre, en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, et aujourd'hui comme ambassadrice pour les droits de l'homme et pour la mémoire internationale de la Shoah. Alors en fait, je voudrais dire, peut-être soulever 3 points, peut-être dire que pour moi d'abord, écouter, c'est d'abord comprendre, écouter pour comprendre et ensuite réagir, et puis ensuite écouter pour agir, c'est ce que j'appellerais l'écoute transformative, et puis enfin susciter l'écoute quand elle ne s'offre pas à vous, parce que parfois on n'a pas envie de nous écouter. Et donc, voilà, je reprends un petit peu le cours de mon parcours professionnel et voir comment, j'allais dire, l'écoute peut être effectuée de différentes manières et selon différents objectifs, selon le lieu, la fonction, la mission qui sont les nôtres au gré de nos postes, au gré de notre vie. Alors, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même 2 choses que j'aimerais dire, c'est que on peut écouter à tout âge, parce qu'à tout âge, il faut comprendre. Et il faut bien se dire que ce n'est pas parce qu'on a 50 ans, 60 ans, qu'on sait tout et qu'on comprend tout. Donc en fait, d'abord, écouter, je pense, c'est rester humble, parce qu'à chaque moment de sa carrière, à tout âge, nous avons des choses nouvelles à comprendre. Et puis ensuite, écouter, et c'est dans cela que les propos d'Angélique aussi résonnent parfaitement en moi. Écouter, c'est aussi respecter l'autre. C'est aussi respecter l'autre, et respecter l'autre quel qu'il soit. Parce que simplement, du simple fait qu'il est humain, et c'est cela, le respect de la dignité humaine, c'est pouvoir écouter l'autre. Et ça, moi, j'ai eu très vite à appréhender cet exercice d'écoute, parce que j'ai commencé ma carrière comme juge d'application des peines dans les prisons de Lyon. J'avais 23 ans et je me suis retrouvée comme ça, avec 1200 détenus, et donc des tas de récits à entendre, des tas de récits de vie, de parcours à entendre, des récits, vous l'imaginez, souvent cabossés. Quand même, quand on est en prison, c'est qu'on a eu un parcours qui n'a pas été forcément des plus simples. Et donc, très jeune, j'ai appris à écouter
pour comprendre, et pour comprendre aussi de ce qu'est la réalité de la vie, de ce qu'est la réalité sociale. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait écouter, qu'il fallait comprendre. J'ai compris aussi ce qui n'est pas toujours simple à faire comprendre, c'est que comprendre ne signifie pas excuser. Mais cela permet, pour un juge notamment, de rendre une décision plus éclairée, notamment pour éviter la récidive et aussi pour, dans le cadre très strict de la mission d'un juge, prononcer éventuellement la peine la plus juste. Voilà comment j'ai pu découvrir cet exercice de l'écoute. Et puis ensuite, j'allais dire de manière plus large, j'ai découvert aussi l'écoute des victimes, plus spécifiquement. Et je pense qu'il est important de dire que écouter ne signifie pas seulement recevoir, mais c'est aussi donner. C'est-à-dire, quand j'écoute quelqu'un, je lui offre mon écoute, je lui offre mon temps. Et puis, quand on entend des victimes de violences, notamment de victimes de violences sexuelles, de viols, c'est aussi prendre conscience de la gravité, de la réalité de ces violences, et puis pouvoir réagir. Et moi, j'aimerais rappeler, parce que c'est important, et je pense que le fait d'avoir entendu Angélique, fait aussi que j'ai envie de répéter cela, c'est quand on écoute comme ça une personne qui se confie à nous, ou qui va révéler des faits, notamment des faits de violence sexuelle ou de viol, il faut justement être complètement libre pour cette écoute, et surtout ne pas avoir le réflexe de suspecter la personne. Trop souvent, et je le dis d'autant plus que je suis, magistrate de métier, mais je trouve qu'aujourd'hui dans notre société, et pas seulement les policiers, les gendarmes, les juges, etc., trop souvent, le premier réflexe, c'est de suspecter les victimes. C'est-à-dire, si vous réfléchissez un petit peu à ce que l'on peut entendre dans les actualités diverses et variées, on va dire, mais oui, d'accord, elle dénonce des faits, mais pourquoi est-ce qu'elle dénonce ces faits? Est-ce que c'est parce qu'elle veut priver, par exemple, un père de ses enfants et qu'elle dénonce des violences conjugales? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas eu le rôle et qu'elle va dénoncer son metteur en scène? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas été sélectionnée pour telle ou telle compétition, etc., et qu'elle en veut à son entraîneur? En fait, très souvent, on éprouve le besoin de dire mais pourquoi elle dénonce des faits et qu'est-ce qu'elle cherche en dénonçant ces faits. Ce dont je voudrais témoigner, justement, au vu de mes 30 ans de magistrature et de toutes les fonctions de juge pénal, de présidente de cour d'assises, de juge d'instruction, etc., c'est que ça coûte à une victime de dénoncer des faits de violence, et surtout des faits de violence sexuelle ou de viol. C'est-à-dire que le fait de dénoncer ces faits, ce n'est pas du tout de gaieté de cœur, et souvent, cela va provoquer un rejet. C'est-à-dire que, étant rappelé que 90% des viols sont commis dans l'entourage, eh bien, cela signifie que dans 90% des cas, c'est votre entourage que vous mettez en cause lorsque vous dénoncez des violences sexuelles. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'une partie de votre entourage vous rejette. Si vous portez plainte pour des faits commis dans la famille, ben c'est votre famille qui risque de vous rejeter en vous disant « Tu vois, tu es en train de faire exploser la cellule familiale ». Si c'est dans l'entreprise, on risque de vous dire oui, mais enfin la réputation de l'entreprise, vous êtes en train de la salir. Si c'est, on peut imaginer si c'est un acteur, on va dire oui, mais maintenant il peut plus tourner de film. Il y a plein de choses comme ça, mais au final, c'est la victime qui est rejetée, c'est la victime souvent qui perd son travail, qui peut développer des maladies comme l'anorexie, faire des tentatives de suicide, tout ça. Voilà, ce que je dis là, c'est que je l'ai constaté pendant plus de 30 ans. Et c'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus. N'oublions jamais que déposer plainte ne se fait jamais de gaieté de cœur et à un coût pour les victimes. Donc, cette écoute, justement, donc, elle doit être complètement libre et j'allais dire gracieuse. Voilà. Personnellement, je pense que cette écoute des victimes est la source vraiment de l'engagement qui est le mien et qui
qui est le mien, qui fut le mien comme présidente de cour d'assises, qui fut le mien comme haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes, comme ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, et qui reste le mien comme ambassadrice pour les droits de l'homme, c'est que c'est justement toutes ces victimes que j'ai, ce combat, je le mène vraiment pour toutes ces personnes, toutes ces femmes que j'ai pu rencontrer comme ça dans mes cabinets de juge d'instruction, à la barre, comme présidente de cour d'assises, ou que je n'ai pas vues parce que c'était trop tard, et dont je n'ai vu le visage finalement que sur des photos que leur famille m'apportait et que je jugeais à ce moment-là leur assassin. Et donc c'est vraiment justement pour toutes ces femmes que j'ai décidé de continuer à me battre contre ces violences faites aux femmes. Alors, écouter de manière libre, prendre conscience et puis réagir. Donc ça peut être quand on est collègue, quand on est employeur, je ne parle pas des professionnels des forces de l'ordre, etc., mais je parle aussi des entourages professionnels ou familiaux. La réaction peut être déjà l'orientation. C'est-à-dire que je pense que quand on n'est pas soi-même professionnel du soin, professionnel du droit, c'est pas nous qui allons régler les problèmes. Donc je pense que c'est important de ne pas garder cette charge, ce fardeau de ce qu'on reçoit, mais justement de pouvoir orienter vers les bonnes structures, vers les bonnes personnes. Et en cela, c'est important notamment de connaître ce fameux 3919, ce numéro d'orientation, d'écoute gratuit, parce que vous-même, si vous recevez justement de telles dénonciations, vous pouvez, en tant que témoin, j'allais dire, appeler aussi ce 3919 qui peut aussi vous indiquer comment orienter au mieux la personne qui vient de vous faire de telles révélations. Je suis peut-être un peu lourde, mais je trouve que c'est important peut-être de rappeler ça. Et puis réagir, c'est aussi là, j'allais dire, en tant qu'institution ou en tant qu'entreprise, c'est mettre en place des dispositifs au sein des entreprises, au sein des différentes administrations, d'écoute. Et par exemple, lorsque j'étais au ministère de la Justice, nous avons mis en place une cellule d'écoute. Et d'ailleurs, maintenant, la mise en place de cellules d'écoute, j'allais dire, est un dispositif qui est prévu dans quasiment tous les accords qui sont conclus en matière d'égalité professionnelle, en tout cas dans les ministères, dans les collectivités territoriales, dans la fonction publique hospitalière, et je pense dans un certain nombre aussi, dans un certain nombre d'entreprises. Donc, c'est important d'avoir ces cellules d'écoute. Juste un petit point sur ces cellules d'écoute, si je peux me le permettre, c'est que quand elles peuvent être externalisées, on peut penser que je pense que c'est plutôt une bonne chose, parce que à ce moment-là, la personne qui va révéler ces faits peut s'exprimer aussi totalement librement, et l'information qui sera donnée ne sera pas traitée, j'allais dire, en interne, et donc elle se sentira plus libre, parce qu'en interne, on peut toujours avoir des craintes, voilà, de couvrir quelqu'un. Enfin bon, voilà. Donc là, je pense que la liberté est plus grande lorsqu'elles peuvent être externalisées. Le deuxième axe de cette écoute, le deuxième pan, c'est vraiment l'écoute pour l'action, c'est-à-dire ce que j'appellerais l'écoute transformative. Et là, c'est vraiment l'écoute qui va permettre la mise en œuvre d'actions concrètes, de politiques publiques. Et c'est ce que j'ai eu à expérimenter, notamment lors du Grenelle des violences conjugales en 2019. J'étais à l'époque donc haute fonctionnaire au ministère de la Justice, et j'ai coordonné le groupe de travail du ministère de la Justice, et vraiment, j'allais dire, de l'écoute des familles des victimes de féminicides, eh bien, j'ai compris un certain nombre de choses, et c'est comme ça que nous avons pu proposer, par exemple, une suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale du conjoint poursuivi ou mis en examen pour meurtre ou tentative de meurtre sur sa conjointe. Jusque-là, en fait, rien ne se passait. Moi, je rencontrais des grands-parents qui venaient de recueillir leurs petits-enfants après que leur fille eût été tuée, et qui me disaient, mais nos petits, ils ont 2 ans, ils ont 3 ans, et on est obligé d'aller voir l'assassin de notre fille pour qu'il nous donne son accord pour qu'on les emmène en vacances, pour qu'on aille voir des psychologues, etc. Donc c'était une mesure d'humanité, mais j'allais dire, voilà, c'est en écoutant qu'on peut aussi mettre en place de manière très concrète des actions, des politiques publiques. Sur le plan aussi de l'égalité professionnelle, lorsque j'étais au ministère de la Justice,
je veux dire, il faut savoir aussi écouter les préoccupations des différents agents. Et je me souviens m'être battue, notamment pendant 1 an, où je revenais tous les mois à la charge. Ça paraissait des petits détails, mais pour moi, ce sont des souvenirs quand même importants, parce que ce sont des petites victoires arrachées pour des surveillantes de prison d'Ajaccio. C'était une vieille maison d'arrêt, elles n'avaient pas de vestiaire. Voilà. Et donc, en fait, chaque mois, je revenais à la charge en leur disant « on en est où des vestiaires ? On en est où des vestiaires ?» Et finalement, on y est arrivé. Et à ce moment-là, j'ai été nommée ministre et je n'ai pas pu aller inaugurer les vestiaires de la maison d'arrêt, des vestiaires pour femmes de la maison d'arrêt d'Ajaccio. Mais je pense que, bon, ce sont des petits exemples comme ça, mais je pense que l'écoute, oui, elle est importante justement pour transformer aussi la vie des gens et la rendre meilleure. Et ben, il faut pouvoir les écouter. Et parce que justement, on n'a pas la science infuse. Et ce n'est pas parce qu'on pense que quelque chose est bien, eh bien que cette chose-là est forcément bien pour celles et ceux à qui on s'adresse. Peut-être aussi dire que savoir écouter, c'est aussi entendre. Et là, je pense aux propos sexistes qu'on peut entendre justement dans un certain nombre de sphères, que ce soit dans les entreprises, dans les administrations, enfin dans toutes les organisations, on peut entendre ces propos sexistes et je pense qu'on ne doit pas les laisser passer. On ne doit pas les laisser passer. Pour moi, ces propos sexistes sont l'antichambre de la violence. Et je pense que souvent, on ne prend pas assez au sérieux ce que c'est que le sexisme et ce que sont ces propos sexistes. On a tendance à penser que la lutte contre le sexisme, c'est la lubie des féministes. Non, ce n'est pas la lubie des féministes. Le sexisme, ça vous mine de l'intérieur. Le sexisme, c'est quand chaque matin, vous arrivez au travail, qu'on vous fait une remarque sur votre tenue, qu'on vous dit « mais qu'est-ce que tu as fait cette nuit ? Pourquoi tu as des grandes poches ?» etc. avec des airs sous-entendus. Voilà ce que c'est aussi que ce sexisme. Et ce sexisme qui va miner, qui va faire en sorte que la personne qui va être victime de tels propos eh bien, peut se replier sur elle, peut avoir honte et même ne plus avoir envie de venir au travail ou alors venir au travail avec la boule au ventre, etc. Donc ça, je me permets de le dire, soyons vigilants, ne laissons rien passer et puis chaque fois que c'est possible, sensibiliser contre le sexisme et montrer justement les effets de ces comportements, de ces propos sexistes. Et le dernier point, parce que je ne veux pas être trop longue, c'est susciter l'écoute quand elle ne s'offre pas à vous. Et ça arrive quand même, ça arrive. Déjà, quand on est victime, on peut parler, mais on n'est pas cru, ou les gens se dérobent. Et donc là, je pense que ce qui est important, là je parle vraiment quand on est victime, c'est d'aller chercher d'autres appuis extérieur. C'est-à-dire que quand on voit que l'entourage, justement, réagit mal, eh bien, une association, voire un avocat, mais un médecin, une assistante sociale, enfin, il peut y avoir plein de tiers qui peuvent recevoir cette parole et vous écouter. Donc ça, je pense que c'est un conseil que j'aimerais donner. Et puis, peut-être des conseils aussi dans la gestion de carrière, si on peut dire, et de ces, justement, de ces projets, de ces objectifs, parce que parfois on ne se sent pas écouté. Et moi, maintenant je peux le dire parce que les années déjà ont commencé à passer, mais quand je suis arrivée haute fonctionnaire au ministère de la Justice, comme je le disais, c'était la première fois qu'il y avait une fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes à temps plein. Et il y avait une double mission dans cette fonction. C'était la première mission, c'était l'égalité professionnelle, donc j'allais dire une mission qui concerne davantage les RH. Et puis un autre aspect qui était la lutte contre les violences faites aux femmes, donc qui concerne davantage les politiques publiques. J'arrive, etc. Et donc je vais rencontrer l'ensemble des directeurs de l'administration centrale. Donc je vais voir à l'époque le secrétaire général qui gère plutôt tout ce qui est RH et je lui explique ma mission. Et il me dit, oui, de toute façon, votre mission, c'est surtout la lutte contre les violences faites aux femmes, donc c'est la politique publique, parce que tout ce qui est RH, c'est moi. Donc en fait, finalement, nous aurons peu à faire ensemble. Votre travail, c'est la lutte contre les violences, c'est les politiques publiques. Quelques jours plus tard, je vais rencontrer la directrice des affaires criminelles et des grâces, à qui j'explique la même chose, c'est-à-dire ma double mission.
Et elle me dit, oui, mais enfin, de toute façon, nous aurons peu à faire ensemble, puisque l'essentiel de votre mission concerne l'égalité professionnelle. Donc, en fait, parce que les politiques publiques, c'est moi. Voilà. Et donc, à l'issue de ces 15 premiers jours, je me suis dit que ça allait être compliqué de faire sa place et d'être écoutée. Et donc, j'ai décidé de forcer l'écoute, si on peut dire, et de faire une communication maximale. Et j'ai eu la chance, là, quand même, d'avoir l'appui de la DICOM et de publier chaque fois que je faisais des déplacements, chaque fois que je faisais des... Enfin, voilà, et de rendre compte absolument de toutes mes actions à l'ensemble des agents du ministère de la Justice. Voilà. Et je pense que ça a permis, finalement, d'être... acceptée et d'être acceptée dans l'intégralité d'une mission qui m'était confiée par la ministre, puisque c'était Nicole Belloubet à l'époque, et puis aussi de mettre en place des actions concrètes. Et peut-être aussi avez-vous l'impression parfois de prêcher dans le désert, comme on dit, et que rien ne se passe. Et parfois, justement, prêcher dans le désert, aussi en constatant un certain nombre de dysfonctionnements, par exemple, dans une entreprise, dans une institution, et que rien ne se passe. Et là, je pense qu'il est important de ne pas baisser les bras, mais je pense qu'il est important pour sa propre conscience. En fait, moi, en tant que magistrate, je garde cette idée de conscience. Vous savez, on demande aux jurés de juger en âme et conscience, mais finalement, un juge, il fonctionne toute sa vie comme ça. Et donc, pour moi, le mot de conscience, il a beaucoup de sens. Et donc, en fait, même si on voit que ça n'a pas d'impact, eh bien, si vous constatez des choses, etc., il faut alerter. Voilà, parce que ne serait-ce que par rapport à votre propre conscience, vous aurez dénoncé, vous aurez alerté. Et donc ça, je pense que c'est important, quel que soit le résultat, mais vous l'aurez fait. Et je pense que ça, c'est important. Le faire aussi par écrit, parce que les paroles s'envolent, comme on dit, les écrits restent, donc alerter par écrit. Et puis, si c'est nécessaire, à un moment donné aussi, rechercher une expression plus collective, mais surtout, ne jamais choisir, ne jamais opter pour le repli sur soi, qui finalement enferme et détruit. Et je pense aussi que ce repli sur soi, ce serait une victoire, justement, pour toutes celles et ceux qui veulent vous ignorer ou qui refusent de vous écouter. Donc je dirais toujours garder ces objectifs, savoir s'adapter, mais aussi toujours rester soi. Voilà les quelques mots que je voulais vous faire partager. Merci.